Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi, il est 19h30, c'est l'heure d'Ossimètre, émission 100% football sur toute l'actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, pour la commenter, deux invités, Frédéric Lahari, responsable du service des sports du journal Sud-Ouest. Bonsoir Frédéric, merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler ballon rond cette semaine. Bonsoir. Laurent Brun à vos côtés, journaliste et auteur de plusieurs livres sur les Girondins et sur leur histoire auparavant au Parc Lescure et au Stade Chaban-Delmas. Bonsoir Laurent, merci d'être présent sur ce plateau. Tout va bien messieurs? Vous avez aimé ce week-end footballistique? Oh, magnifique. Ouais, allez, on va en parler plus en détail. Voici les thèmes de cette émission. On va parler Ligue 1 avec Bordeaux, ce nouveau mur de l'Atlantique, seule équipe de Ligue 1 à n'avoir encaissé aucun but après 3 matchs de championnat. Nous évoquerons également les Ultramarines. Ont-ils réalisé le coup de force de trop lors du match contre Lyon dans le conflit qui les oppose à la direction des Girondins et notamment à Frédéric Longuepée. Nous ferons également un point sur le championnat de France de Ligue 2. Niort sourit, Pau fait un peu plus la grimace. Et nous évoquerons enfin pour terminer l'équipe de France et son sélectionneur, le Bayonnais Didier Deschamps. Est-il pas assez sexy pour les journalistes et le grand public? Didier Deschamps critiqué et pourtant l'équipe de France, elle gagne, on ne peut pas lui reprocher. On commence par la Ligue 1 donc, et Bordeaux. Imperméable en défense. Alors, bien évidemment, les Bordelais n'ont pas gagné à domicile. 0-0 contre Nantes, 0-0 contre Lyon, mais aucun but encaissé en 3 matchs. Bordeaux effectue un début de saison correct, Frédéric? Oui, correct, compte tenu des circonstances, avec un changement d'entraîneur en préparation, ce qui est quand même une pilule un peu difficile à avaler. Et donc, 2 matchs de préparation reportés. Donc, pas de match de préparation pour le nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, qui a dû reconstruire sur les bases, c'est-à-dire en urgence et sur les bases, c'est-à-dire la défense. C'est la chose qu'il a entre guillemets la plus simple à reconstruire. Et à partir de ça, on construit une défense, on construit une confiance. Et après, on essaie d'aller un peu plus loin que ça. C'est joliment dit, on construit une défense, on construit une confiance. Laurent Brun, c'est beau. Jean-Louis Gasset réussit ses débuts pour l'instant. Il reconstruit les fondations de la Maison Bleue. Oui, après je pense qu'il reconstruit aussi par le discours aussi déjà, parce que manifestement il a fait un audit entre guillemets des joueurs. Et bon, les joueurs étaient un peu fatigués, pour ne pas dire la tête dans leur sac de sport. Un peu usé. Donc déjà, je pense qu'il est tout à fait capable avec son staff, Ghislain Printemps notamment, de remettre en selle les joueurs psychologiquement, leur faire prendre confiance, tout simplement. On a vu des joueurs qui étaient au placard, il faut le dire, comme Paul Bass principalement. D'un début de saison assez remarquable. On dirait qu'il n'a pas arrêté de jouer, hein. Pourtant il a arrêté plus d'1 an. Bon, arrêté malgré lui, hein. Il était là, présent aux entraînements. Donc déjà la confiance. La saison dernière, Paul Bass, pas une seule minute jouée en championnat de la saison. Donc une saison blanche ou noire, c'est selon. Et déjà, donc ce discours, et puis pour l'instant, c'est encourageant, hein, pas de but encaissé. Est-ce que ce sera une saison à la Ricardo? J'en sais rien, mais les fondations. Alors c'est encourageant, et bien évidemment, on n'est jamais content. Le bémol, c'est le jeu offensif. À Angers, Bordeaux a marqué 2 fois, contre Nantes, pas une seule, contre Lyon non plus. Certes, contre Nantes, Bordeaux a joué à 10 pendant un peu plus d'1 heure et quart. C'est vraiment dans ce secteur de jeu que vous le disiez, mais ça viendra dans un deuxième temps, après les fondations défensives? Oui, on a vu contre Lyon, contre une équipe calibrée pour la Ligue des Champions, parce qu'elle était demi-finaliste, que dès qu'il y avait du pressing, qu'il y avait une opposition assez athlétique, Bordeaux avait du mal à ressortir le ballon. Par manque de qualité technique? Oui, de qualité technique, aussi peut-être un peu de qualité athlétique. Et avait du mal à tenir le ballon. Et à ce qu'a dit Jean-Louis Gasset, il a manqué ces 2-3 passes qui permettent de sortir du pressing adverse, de passer la première ligne et d'être un peu plus tranquille, de faire tourner. Donc c'était difficile d'accéder à la surface des réparations adverses et donc d'avoir des occasions, même s'il y en a une ou 2. Donc là, c'est le palier supplémentaire à franchir. Mais on peut noter quand même l'état d'esprit des joueurs qui malgré tout ce qui s'est passé, je ne sais plus combien de changements d'entraîneurs depuis. Plus, hein, je crois que c'est Nicolas Depréville qui avait compté 6 ou 7 entraîneurs en 3 ans. 3 ans. Donc les joueurs, on peut leur donner ça leur donner ce crédit-là d'être restés concentrés, de s'être mis tout de suite à l'écoute des consignes du nouveau coach. À Lens, dimanche. Lens qui a remporté ces 2 matchs-là, contre Paris et à Lorient. Ça sera alors pas un bon test parce qu'on a un peu marre d'employer ce genre de mots à chaque fois dans notre jargon journalistique, mais ça sera intéressant de voir le comportement de Bordeaux à Lens. Oui, après Lens, c'est une équipe qui a le vent en poupe, hein, qui vient de monter.
qui fait un plutôt bon début de championnat, qui a battu le Paris Saint-Germain. Alors parfois, c'est un peu brouillon dans le jeu. J'ai regardé quelques matchs, mais ça va très vite vers l'avant. Alors pas de la même façon que Lyon, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant. Il y a l'enthousiasme, il y a de la fougue, il y a de la qualité. Moi, j'ai découvert des joueurs, je ne vous cache pas. Donc il faudra être toujours aussi solide défensivement, mais je pense qu'il y aura peut-être plus de possibilités de contre et d'offensive pour les Girondins. Oui, je suis d'accord avec Laurent. Pardon. Effectivement, il y aura peut-être une équipe qui va imposer une pression quand même un peu moins importante que Lyon, qui était vraiment très, très étouffant, et donc permettre à Bordeaux, comme à Angers d'ailleurs, d'avoir un peu plus de temps pour s'organiser et porter le ballon devant. La ligne défensive de Lyon était quasiment les 3/4 du match face aux Girondins au niveau de la ligne médiane. Là, c'était 5 défenseurs, ou 3 selon les phases de jeu, mais Lens, ça ne sera pas comme ça, je pense. Donc, il y aura peut-être plus d'opportunités. Peut-être que Bordeaux aurait perdu la saison dernière, ce match contre Lyon, avec des schémas tactiques qui étaient étonnants. C'est du passé, l'entraîneur a changé, Jean-Louis Gasset est parti sur des bases plus stables, plus solides peut-être. Juste un mot avant de reparler des Ultramarines. Ben Arfa, Jean-Louis Gasset, l'appel du pied de Jean-Louis Gasset pour Ben Arfa, qui aimerait bien le récupérer à Bordeaux. Info ou intox? Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos dans ce sens, mais c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs qui sont libres, qui ont du talent, qui cherchent à se relancer. On connaît Tem Ben Arfa, il est peut-être intermittent, mais dans le contexte actuel à Bordeaux, je pense qu'il ne ferait pas de mal. Et on suivra ça dans les prochains jours et peut-être les prochaines semaines, parce que le marché des transferts dure jusqu'au 5 octobre en France et dans la plupart de nos voisins européens. On reste au Girondins de Bordeaux pour évoquer cet énième épisode, toujours vendredi soir lors du match contre Lyon, du conflit, énième épisode du conflit entre les Ultramarines et la direction du club, notamment Frédéric Longuepée. Ce coup d'éclat dans les tribunes des Ultramarines qui sont arrivés regroupés sans respecter les fameuses consignes sanitaires. On va y revenir sur le principe. Qu'est-ce que vous pensez de cette action des Ultramarines, qui a été très vite dirigée contre la direction du club, avec des cris, des chants, etc. Alors au début, c'était... Et un peu moins pour soutenir les joueurs. Ouais, au début, c'était, on va le dire, c'était Longuepée d'émission. On a vu sur les écrans du stade des messages indiquant « Attention, les chants vulgaires sont interdits, proscrits ». C'était une provocation un peu? Je pense que c'était très maladroit. Je ne sais pas si c'était une provocation, mais ça a été mal interprété. Moi, je commentais le match avec un confrère pour une radio et j'ai dit à un moment donné, quand il va vraiment y avoir des chants violents ou insultants, qu'est-ce qui va se passer? Et ça n'a pas loupé. Une demi-heure après, on a eu des chants. Alors là, je ne dirais pas ce qui a été prononcé dans la tribune sud, mais voilà, je ne sais pas si c'est de la provocation, mais c'est franchement maladroit. Alors, le contexte est tellement difficile que je pense qu'il faut vraiment peser tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, quoi. Alors les Girondins ont déploré évidemment le non-respect des consignes sanitaires avec les supporters qui se sont regroupés. Les Ultramarines, eux, ont posté des photos sur les réseaux sociaux où on semble voir la tribune présidentielle avec des masques un petit peu absents. Est-ce que c'est un épisode de plus? Ça, oui, on la voit, cette photo. Oui, j'allais dire, c'est anecdotique. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de malaise en général autour de ça? Disons que on n'a pas jugé entre les deux, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de malaise autour de tout ça? C'est un épisode de plus, et c'est vrai que c'est un conflit qui est permanent et qui effectivement, on ne voit pas d'issue, quoi. C'est ça qui est dommage, il n'y a plus de dialogue possible. Parce que les Ultras ne veulent plus de Frédéric Longuepée, on l'a bien compris. Oui, mais là, pour l'instant... C'est même leur position de principe, c'est-à-dire que le jour où... Mais jusqu'à quand? Parce que Frédéric Longuepée, on n'est pas dans les petits papiers de King Street, mais a priori, il ne va pas bouger. C'est plus possible, je veux dire, après, c'est l'escalade, jusqu'où ça va aller, quoi. Comme tu l'as dit, il n'y a plus de dialogue possible. Donc, que faut-il faire, quoi? Au début, il faut rappeler que les Ultras protestaient par cette action contre les consignes qui leur imposent de rester assis pendant les matchs. Donc, ce n'est pas directement contre le club des Girondins. Prochain match, il devrait être non plus 5000 dans les tribunes, mais 1000, a priori. On reste un peu prudent, mais de toute façon, ça sera le cas. Contre Nice, donc 600-700 avec les officiels. Donc, est-ce que les Ultras seront au stade, vous pensez, contre Nice le 27 septembre? Ou est-ce qu'ils resteront chez eux, comme lors du premier match contre Nantes? Ça, je peux pas répondre à leur place, mais c'est vrai que il faut soutenir les joueurs quand même, au bout d'un moment. Je veux dire, il y a un maillot, il y a des joueurs. Il y a quand même quelques résultats, pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, encourageants. Donc, je pense que l'équipe en a besoin. Est-ce qu'on comprend au bout d'un moment, en fait, ce manque... Alors, c'est pas un manque de soutien, ils soutiennent les joueurs, mais ce côté focalisé sur le conflit direction et un peu moins sur le soutien aux joueurs sur le terrain. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait plus de dialogue possible. Parce que je pense que, quelle que soit la situation, à un moment, on a bien compris quelles étaient les grèves. Il y a eu des maladresses des deux côtés. Il y a eu des choses dures qui ont été faites au club vis-à-vis des salariés. Il y a eu une ambiance difficile pour les salariés. Oui, qui a été délétère pendant quelques mois. Vraiment. Ça a l'air. Il y a eu des changements depuis quelques semaines. Maintenant, peut-être qu'il serait temps de mettre un peu les conflits personnels de côté et essayer de se parler parce que
que ce soit Frédéric Longuepée ou un autre président, ça sera toujours King Street l'actionnaire pour l'instant. Et King Street a quand même montré qu'il tenait... Qui a mis 30 millions cet été dans les... 30 millions. Bon, pour permettre au club de rester à ce niveau. A priori, c'est un actionnaire qui est là pour quelques mois, voire quelques années. Peut-être qu'il serait temps de renouer le dialogue. Bon, les ultras disent tant qu'il y aura le jour où il n'y a plus Frédéric Longuepée, le dialogue se reprend quasiment instantanément. Ça tient à l'humain, en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté ces conflits de personnes pour essayer de se parler? Je pense malheureusement que là, le conflit va durer, que ce ne sera pas possible. C'est fini. Voilà, c'est dommage. J'espère me tromper, mais c'est toujours mieux de pouvoir dialoguer. Mais là, le point de non-retour, pour moi, a été franchi. Après, quelle est la solution? Est-ce que l'actionnaire va mettre peut-être un médiateur aussi? On ne sait pas. On verra dans les prochaines semaines, parce que le conflit, vous l'avez dit, est loin d'être terminé. Bordeaux jouera à Lens ce samedi et recevra Nice le dimanche 27 septembre à 13h avec pas plus de 1000 personnes dans les tribunes. Nouvelles règles sanitaires en vigueur en Gironde dans les stades. On passe à la Ligue 2, messieurs, avec le point. Après 3 journées de championnat, Niort qui sourit, Pau qui fait la grimace. Arrêtons-nous d'abord sur les Chamois niortais. 2 victoires, 1 nul en 3 journées. Niort 3e. Pas mal, non? Oui, parce que c'est une équipe qui a eu des difficultés ces derniers mois en Ligue 2. Donc qui a su repartir, ça doit être maintenant une des équipes les plus anciennes de Ligue 2, qui connaît bien ce championnat. Oui, avec la dynamique, ça peut bien marcher. Au moins vivre un maintien plus serein que les années précédentes. Parce qu'ils ont été secoués les Niortais ce week-end contre Nancy. Et finalement, ils ont marqué sur leur première occasion. Quasiment. Mais c'est toujours solide, Niort. Même s'il y a eu, comme disait Fred, quelques péripéties, depuis 30 ans, il y a quand même un niveau de constance. Ça travaille bien, on n'entend pas beaucoup parler. Ça travaille bien, ça sort des jeunes, ça prend aussi des jeunes dans des clubs, comme c'était le cas au niveau de la réserve des Girondins il y a quelques années. C'est plutôt intelligent, je trouve, comme mode de fonctionnement. Oui, c'est un club qui travaille bien, effectivement, qui avait par exemple récupéré Nicolas Palois, qui était en rupture de banc à Caen et tout ça, et qui l'avait bien... Barbet qui joue au Girondin, Barbet, qui est parti en Angleterre après. Qui joue sur le côté, on peut relancer des joueurs, on peut lancer aussi des joueurs qui n'ont peut-être pas tout à fait le niveau de Ligue 1, donc voilà, qui est assez réactif et qui travaille bien. Alors tout va bien à Niort, en tout cas pour l'instant, on le rappelle, vaincu, 2 victoires, 1 nul en 3 journées, Niort 3e, en revanche c'est plus compliqué, comme prévu on a envie de dire, pour le Pau FC qui est 18e, qui a perdu le week-end dernier à 3 et qui recevra Guingamp le week-end prochain dans un match alors déjà très important. C'était attendu ces débuts difficiles du Pau FC? Alors autant parler de la dynamique de Lens en Ligue 1 tout à l'heure, autant celle du FC Pau, c'est vrai que c'est pas la même. Bon, il y a eu aussi peut-être une cassure avec l'ancien coach. Je ne suis pas dans les arcanes du club, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Frédéric Irles, Bruno Irles. Pardon, je sais pas pourquoi j'appelle Frédéric à chaque fois. Non, mais j'ai le droit de passer à côté. Bruno Irles, toutes mes excuses. Qui est parti, moi ça m'a surpris. Après, je pense qu'il y a eu des soucis en interne au niveau du club. Et voilà, Didier Tolo qui essaie de mettre en place quelque chose. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ils ont recruté un joueur, Kouassi, qui est arrivé pour densifier un petit peu tout ça quand même. Musclé, cette équipe. Oui, puis ils ont aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ont perdu des joueurs importants qui étaient prêtés par Metz, que Metz a récupéré. Gay, Sabali devant les attaquants. Voilà, notamment les attaquants. Ouais. Et ce qu'on remarque sur les 3 premiers matchs, c'est que Pau a du mal à marquer. À 3, ils ont eu 2 occasions à 0-0. Contre le premier match, j'ai oublié le nom de l'adversaire. C'était Valenciennes. Valenciennes. Ils avaient des occasions. Ils ont les occasions à 0-0. Contre Rodez, là ils ont égalisé, mais c'est un défenseur qui a égalisé, un tir lointain. Un partout, c'était contre Rodez. Voilà, donc ils ont du mal à marquer ce premier but qui ferait que ça les libérerait un petit peu. Et on sait que pour les équipes qui jouent le maintien, il faut mettre les occasions. C'est sur ça que ça se joue. Donc essayer de trouver de l'efficacité dans la surface adverse, dans les 2 surfaces. Bon, il y a un petit palier à franchir. Bon, après, moi, les échos que j'ai, c'est que Didier Tolo fait beaucoup travailler et bien travailler l'équipe, il connaît bien la Ligue 2. Donc, il faut espérer que quelques résultats vont arriver pour encourager cette équipe sur ce chemin. Vous y croyez, Laurent, au maintien du Pau FC? Oui, on est mi-septembre, donc on va rester prudent, on ne va pas partir des analyses définitives. Mais trop loin, pour l'instant, comme disait Frédéric, il y a des bonnes choses, mais ce n'est pas assez efficace dans les 2 surfaces. Didier Tolo, c'est quelqu'un de sérieux aussi, c'est un attaquant, il va peut-être leur faire avoir le déclic aussi à ses joueurs, puisqu'il y a quand même des occasions. Et puis après, pour la région, c'est important d'avoir un club comme ça
en Ligue 2 au minimum. Je veux dire. Donc oui, moi j'y crois. 2 clubs de Ligue 2 en Nouvelle-Aquitaine, Niort et le Pau FC. Pau FC qui recevra Guingamp samedi. Guingamp qui a complètement raté son début de saison, qui est à peu près dans les mêmes eaux. Je crois à égalité de points même avec le Pau FC. Simplement 2 buts de plus au goal average. -3 pour Guingamp, -5 pour Pau. Ça se joue à pas grand-chose. Match important pour le Pau FC ce week-end pour la 4e journée de Ligue 2 face à Guingamp. On va terminer par cette émission par l'équipe de France. Pour défendre, est-ce que c'est le verbe, Didier Deschamps, le Bayonnais, ultra critiqué, en tout cas critiqué par certains experts du football français, entre guillemets. Pourtant, les résultats de Deschamps sont assez remarquables. Finale de l'Euro il y a 4 ans. Champion du monde. Coupe du monde en 2018. 2 victoires en Ligue des Nations il y a quelques jours, alors que c'est des matchs, on le sait, compliqués à jouer en cette saison. Frédéric Larry, vous qui l'avez côtoyé à l'époque où vous suiviez l'équipe de France, est-ce que vous trouvez ces critiques démesurées ? Oui, parce que c'est toujours le même débat avec Didier Deschamps. Il a une espèce comment dire, pas de délit de sale gueule, mais un peu, en disant voilà, c'est un entraîneur défensif, c'est un entraîneur conservateur, alors que c'est l'entraîneur qui a lancé le plus de joueurs, notamment de jeunes joueurs depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France. C'est un entraîeur qui a des résultats, qui gagne. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un entraîneur aussi qui cherche, puisqu'il est en train d'essayer de mettre en place un nouveau système. Donc effectivement, ça n'a pas très bien fonctionné malgré les 2 victoires. Ça manquait de liant, d'automatisme. Il y avait quand même pas aussi des absents. Mais bon, il cherche, il essaie d'élargir la palette de son équipe. Donc c'est vrai que c'est un peu dur, mais c'est vrai que c'est... C'est très français quand même, non, de critiquer son sélectionneur. Oui, c'est très français. Très foot français, on va dire. On a le droit aussi de... Oui, bien évidemment. À décharge. Mais à partir du moment où ça gagne, est-ce que quand il y a des résultats, on doit dire on ne critique pas? Alors c'est un autre débat, mais globalement, avec Didier Deschamps, la France gagne quand même. Ouais, l'équipe de France, je parle de France de foot, l'équipe de France de football gagne. Moi ça me va, après à décharge, tu disais qu'il y avait des absents, il y avait quand même Mbappé, Pogba qui quand même nul n'est peut-être irremplaçable, mais enfin quand il vous manque ces 2 joueurs-là, c'est pas la même chose, on l'a vu. Après, moi, il gagne, il a sa méthode et il ne déroge pas, il cherche des solutions tactiquement, des nouvelles possibilités, c'est intéressant. Puis ces matchs-là, ils servent à ça, ça ne veut pas dire que ce sont des matchs laboratoires, mais enfin ça sert aussi à intégrer de nouveaux joueurs, à aller voir dans des postes différents. Il a gagné, il a battu la Croatie, certes, il manquait peut-être Modric, Rakitic en face. Enfin, c'est des bons joueurs. C'est pas parce qu'ils ont un maillot bariolé que ce sont des peintres. Non, mais à un moment donné, il faut au final finaliste de la Coupe du Monde. Oui, c'est pas rien, il y a 2 ans après. Voilà, donc bon... Et puis ça fait quasiment un an que l'équipe de France ne s'était pas retrouvée. Donc là, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir 6 ou 7 matchs quasiment jusqu'à la... Qui vont s'enchaîner. Qui vont s'enchaîner, donc il y aura peut-être un peu plus de continuité et de rythme, c'est vrai. Et on a vu, on a Kamavinga, il y a des joueurs quand même dans cette équipe de France. Comment il vit ces critiques d'après vous, Didier Deschamps? Il a l'habitude parce qu'il a entraîné, il a joué à très haut niveau, il est imperméable. Je crois qu'il s'en fout. Complètement. Il a changé. Quand il était entraîneur de club, quand il était à Marseille. Le mental du Basque, solide, on ne lâche rien. Il n'a pas toujours été comme ça. Quand il était à Marseille, notamment, il le vivait mal. Et puis à un moment, il s'est dit maintenant, il faut que je me détache de ça. Il le vit mieux. Et bon, même si la pression est forte, c'est normal, la pression sur le sélectionneur du résultat. Maintenant, il la gère. Et je pense qu'il est ce qu'on peut. Il y a 2 styles d'entraîneurs. Il y a les pragmatiques et les dogmatiques. Et lui, effectivement, il est un pragmatique. Donc il tire le meilleur de son équipe. C'est ce qu'on demande à un entraîneur quand même finalement, non, de tirer le meilleur de son effectif et de gagner, Laurent Brun. Oui, c'est sûr, s'adapter à son groupe. Là, c'est une sélection, c'est un peu différent. Vous avez forcément les meilleurs du pays. En club, c'est un peu plus différent, mais il faut savoir effectivement s'adapter à son groupe, à l'état de ses joueurs et puis aux qualités des joueurs, en fonction. Et soit on bâtit quelque chose de plus défensif. Après, si l'équipe de France peut gagner en jouant mieux, que ça soit un peu plus plaisant, c'est bien aussi. Mais bon, là, dans les circonstances actuelles, c'était difficile, je pense. Compétition sur des matchs à élimination directe non plus. Donc plus que jamais, confiance à Didier Deschamps, le Bayonnais, l'enfant de l'Aviron, Bayonnais, pour mener cette équipe de France au titre européen peut-être en juin 2021, comme elle l'a fait en juillet 2018 en Russie. Avant de se quitter, merci messieurs d'abord d'être venus sur ce plateau pour parler football. Une information, puisqu'on parle d'équipe de France, saluons quand même les 5 joueuses des Girondins de Bordeaux retenues en équipe de France féminine dans le groupe de 23 par Corinne Diacre pour préparer les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de l'Euro. Ça se passe, je crois, le premier match ce week-end d'ailleurs, en équipe de France féminine. 5 joueuses donc des Girondins de Bordeaux sur 23, ça fait un joli total. Ça fait un peu plus du quart, bravo les filles. En tout cas, des Girondines de Bordeaux, pour les garçons, il faudra attendre un petit peu, même si Benoît Costil avait été rappelé la semaine dernière en équipe de France. C'est la fin de cette émission, de cet Ossimètre. On va rentrer au vestiaire, récupérer un petit peu, se reposer, se désaltérer. Et on se retrouve mardi prochain, même endroit, même heure, 19h30. Belle soirée à vous, à bientôt.